Bon, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Emmanuel Rofflet, je suis co-titulaire du réseau québécois de recherche en économie circulaire, membre du CRIS et puis co-responsable du pôle E3C. Cet événement est organisé par le CRIS, le réseau québécois de recherche en économie circulaire, Québec circulaire et le pôle E3C de HEC Montréal. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire et puis vous donner quelques instructions concernant le cadre et pour le bon déroulement de la rencontre de ce séminaire. Ce séminaire est d'une durée de 1h30, donc de midi à 13h30. En première partie, Martin Callisto-Friand fera une présentation de 40 minutes environ. Ensuite, on aura une quarantaine de minutes aussi d'échange et de discussion. Et après, le mot de la fin. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que nous accueillons Martin. Martin est chercheur doctorant au Copernicus Institute of Sustainable Development à la faculté de géosciences à l'université de Utrecht aux Pays-Bas. Martin a une formation universitaire interdisciplinaire en études du développement international, en écologie politique et en urbanisme et à l'université McGill, à l'université de Melbourne et à University College London. Il a plus de 7 années d'expérience professionnelle dans le domaine du développement durable. Il a travaillé sur des projets en Afrique, en Europe, en Océanie et en Amérique du Nord et du Sud. Ses recherches actuelles portent sur l'économie circulaire, la gouvernance environnementale, le post-développement et la décroissance. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Martin. Martin, c'est un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci de nous avoir accepté notre invitation. Et puis, c'est avec grand enthousiasme que nous allons t'écouter maintenant pour la présentation. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour cette généreuse introduction. Je suis ravi d'être ici avec vous. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir mon PowerPoint. Alors, le voilà. Je vais le démarrer. Et oui, comme je disais, c'est vraiment un grand plaisir de partager ici mes recherches. Ça fait 3 ans que j'étudie l'économie circulaire et spécifiquement les politiques et les discours de l'économie circulaire. Je vais vous donner un petit aperçu des résultats de ma recherche. Alors, je vous prie de m'excuser déjà de l'avance, car je suis plutôt habitué à donner à présenter mes recherches en anglais plutôt qu'en français. Et alors que je suis moitié français et que j'ai vécu au Québec quand même, les mots techniques vont peut-être me manquer parce que je suis habitué à les dire en anglais. Donc, excusez mes anglicismes à l'avance. Dans tous les cas, commençons pour avoir plus de temps pour les questions et pour voir tout ce que j'ai à essayer à vous partager aujourd'hui. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'être circulaire? C'est quoi l'idée d'être circulaire? Alors, en réalité, les sociétés humaines et notre planète tout entière fonctionnent à travers des flux ou des cycles, si vous voulez. Donc, la circularité, c'est un aspect essentiel de n'importe quelle société. Donc, il y a des flux de plein de formes, les flux de l'eau, par exemple, du cycle de l'eau, des flux de carbone, les flux de matière, bien entendu, et bien aussi des flux sociaux, d'échanges monétaires, etc. Alors, comme nous le savons, pas tous ces flux-là sont quand même intéressants pour l'économie circulaire, comme elle est entendue couramment. Mais je voudrais quand même qu'on se rapproche sur 5 flux qui sont particulièrement pertinents pour comprendre de quoi on parle lorsqu'on dit quelque chose, une société ou une économie est circulaire. Et donc, cela, c'est les cycles de ressources, matériaux et énergie, les cycles économiques, les cycles sociaux de soins, les flux de connaissances et de technologies et les cycles naturels de la biosphère. Donc, on va aller à travers ces 5 cycles rapidement et cela va nous donner une conception de c'est quoi d'être circulaire, c'est quoi des cycles, c'est quoi des flux de toute façon. Alors, premièrement, les cycles de ressources. Donc ça, c'est les cycles dont on parle souvent lorsqu'on pense, on imagine ou on discute d'une économie circulaire.
Et bien entendu, les cycles s'exploitent de la nature. Après, leur extraction, il y a une production de produits, un packaging, une distribution et un refus de ces produits ou un recyclage, si c'est possible. Alors, bien entendu, il y a des problèmes environnementaux lorsque ces flux, lorsque ces cycles ne sont pas correctement retournés vers la nature. Donc, par exemple, un manque de traitement de déchets, d'eau, manque de traitement de l'air aussi, donc la pollution de l'air. Et il y a aussi des problèmes écologiques lorsqu'on a une surexploitation de recherche de ressources renouvelables au-delà de leur taux de renouvellement, donc une surpêche, une dégradation des sols, etc. Et tout ça, c'est des manquements au cycle donc, qui empêchent le bon flux des matières et des ressources. Et on se retrouve aussi avec des pénuries, par exemple, lorsque des ressources non renouvelables comme le pétrole, le fer sont surexploitées et elles ne sont pas recyclées dans l'économie. Après, nous avons les cycles et les flux monétaires de l'économie, des finances. Donc, on sait bien comment marche une économie, surtout une économie capitaliste. Donc, on a de l'argent qui flue à travers le gouvernement, les ménages, les commerces, l'économie mondiale. Et ce flux est essentiel au bon fonctionnement des marchés dans notre système. Or, lorsque ces flux s'arrêtent ou cessent de circuler convenablement, ou par exemple s'accumulent dans certaines mains, on obtient une fois de plus des problèmes, un peu comme avec les cycles naturels des ressources. Et donc, il est très important de faire attention à ces cycles aussi, lorsqu'on parle de flux, de circularité. Donc, et de ne pas engendrer de l'inégalité donc, dans l'accumulation de ces cycles. Troisièmement, des cycles de care en anglais, donc de soins en français, qui sont très étudiés dans les recherches d'écoféminisme ou de féminisme en général. Et donc, c'est des cycles qui se produisent tous les jours dans nos foyers, dans nos communautés, mais qui sont souvent non valorisés ou sous-valorisés. Et pourtant, c'est des cycles de soins que l'on donne à nos enfants, aux gens que l'on aime, à nos familles et aux écosystèmes qui nous sont proches. C'est essentiellement le travail que l'on donne, des cycles de travail, de soins que l'on apporte et qui ne sont pas forcément monétisés donc, par le système et pourtant sont essentiels au bon fonctionnement de toute économie, de toute société, au bien-être et à la santé physique et mentale de tous et chacun d'entre nous. Et ces soins s'arrêtent ou diminuent lorsqu'ils sont ou marchandisés, donc, ou parce qu'ils sont négligés par l'austérité qui empêche donc les gens d'avoir des soins nécessaires lorsqu'ils en ont besoin. Et cela, bien entendu, génère des problèmes socio-économiques et culturels notamment. Donc, c'est des cycles qui sont aussi importants à prendre en compte. Bon, après, il y a des flux de connaissances et de technologies. On sait bien que nos sociétés humaines sont construites grâce aux connaissances de plus de 200 000 ans d'ingéniosité humaine. Depuis le début de l'humanité, on a appris à prendre connaissance de bien des technologies et à les partager, ces technologies. Et c'est grâce à ce partage et à ce flux de connaissances et de savoir, d'ingéniosité, que l'humanité a pu se développer, grandir et puis partager. Et bien entendu, ces flux de connaissances ont été essentiels pour, par exemple, apporter des meilleures façons de cultiver la terre, des meilleures façons de prendre soin de nous, des meilleures façons d'imprimer, de partager des connaissances comme la création de l'imprimerie. Et cela, bien entendu, est vital pour l'émancipation humaine. Ça a apporté l'eau potable, les réseaux sanitaires, et bien sûr l'électricité et tout ça. Mais les brevets, la privatisation et la marchandisation, une fois de plus, de l'éducation, du savoir et des technologies peuvent conduire à un arrêt de ces flux. Et ils peuvent s'accumuler très rapidement dans certains pays ou entreprises. Donc, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui contrôlent un grand nombre de ces connaissances et qui les utilisent seulement à leur escient. Et lorsqu'on pense par exemple à l'économie circulaire, qui contrôle donc
les technologies pour l'économie circulaire, pour faire le recyclage de certains produits, pour faire des nouveaux produits qui sont modulaires, qui sont plus facilement utilisables, qui durent plus longtemps, qui sait les faire. Et aussi, où sont les universités qui génèrent ces connaissances? Elles sont dans le nord la plupart du temps, malheureusement, et donc concentrées dans un certain nombre de pays qui donc empêchent, d'une certaine façon, un partage équitable, plus généreux de l'ingénuité humaine. Et ces cycles-là donc, de connaissances sont aussi importants à prendre en compte lorsqu'on parle de cycles de l'économie circulaire. Et ça génère, bien entendu, bien sûr, lorsqu'il y a des accumulations aussi des inégalités de pouvoir, car bien entendu, la connaissance, c'est le pouvoir. Il ne faut pas oublier cela. Bon, les autres cycles dont j'ai envie de parler, c'est les cycles, bien sûr, de la biosphère. Donc, ceux-là, on les connaît bien. Hein. La vie sur Terre dépend du bon fonctionnement d'un nombre de cycles. Nous avons les cycles, bien sûr, de l'eau, du carbone, mais aussi du phosphore et de l'azote. Et lorsque ces cycles-là ne fonctionnent plus ou sont affectés par la pollution, la surexploitation de ressources, et ben, essentiellement par le système économique et social actuel, le capitalisme, et ben, on se retrouve avec le changement climatique, qui est une disruption du cycle du carbone, bien entendu, mais aussi avec une pénurie d'alimentation, d'air, de fibres ou d'énergie, lorsque les cycles de l'eau, du phosphore et de l'azote ne circulent pas et on n'arrive pas à avoir des sols fertiles, l'accès à l'eau suffisante et de qualité, accès à de l'air de qualité. Et tout cela est donc très, très important pour comprendre c'est quoi qu'un cycle plus au-delà de simplement les cycles sociaux, donc, mais aussi les cycles qui maintiennent la vie sur Terre. Bon, alors, pourquoi est-ce que je parle de tous ces cycles? Parce que, en général, lorsqu'on parle de l'économie circulaire, eh ben, on ne nomme que vraiment le premier de ces cycles, et peut-être des fois le dernier, les cycles de la biosphère, mais surtout le premier cycle sur les ressources et l'énergie. C'est l'unique cycle vraiment qui compte dans la plupart des discours. Or, les autres cycles sont très importants. Et en réalité, des crises socio-écologiques surviennent lorsque n'importe quel de ces cycles cesse de circuler et de fonctionner correctement. Et donc, il faut considérer tous les cycles si l'on veut vraiment construire une société circulaire, une véritable économie circulaire qui est holistiquement circulaire, qui prend en compte tout ce qui doit être pris en compte. Et cela veut dire qu'il faut penser aussi à une démocratisation du pouvoir, à une redistribution des richesses, à un partage ouvert des technologies et des connaissances, puisque cela rentre essentiellement dans les cycles qui sont nécessaires, qui doivent circuler, qui doivent être en bonne santé pour la bonne santé de n'importe quelle société humaine. Bon, alors, lorsque l'on parle de l'économie circulaire, maintenant, comme je le disais avant, en réalité, on ne parle vraiment que du premier cycle. Donc, c'est un peu une solution à certains majeurs défis du XXIe siècle, mais surtout vraiment les pénuries de ressources et un peu la dégradation de l'environnement. Et bon, par conséquent, le chômage et la stagnation économique, sans trop rentrer dans les détails. Essentiellement, ça, c'est le discours mainstream, si l'on veut dire, sur l'économie circulaire. Et il y a des grands défis pour répondre à ces attentes, en réalité, parce que, bien entendu, ça ne touche pas aux autres cycles dont j'ai parlé. Mais je veux surtout focaliser sur deux problèmes dans ce discours qui prétend qu'à travers les technologies circulaires uniquement, ce serait suffisant pour aboutir à transformer nos sociétés et faire face aux énormes défis que l'on a au XXIe siècle. Alors, le premier, c'est une manque de dimension politique et sociale et donc un manque d'intérêt donc pour les cycles de soins, les cycles de technologie, d'information et les cycles monétaires. Et donc,
peu ou presque pas de discussion sur la répartition des coûts et des bénéfices d'une économie circulaire et aussi la gouvernance. Donc, comment est-ce qu'une économie circulaire va être gouvernée? Qui va décider de comment le futur circulaire va être? Et donc, ça, c'est des questions que l'on n'aborde que peu. Et le deuxième problème, le deuxième grand défaut, c'est une présomption donc, que l'on peut découpler la croissance économique de la dégradation de l'environnement. Cela veut dire qu'il y a une présomption qu'à travers la technologie, nous pouvons continuer à croître notre économie et, en ce faisant, réduire les impacts environnementaux. Un découplage absolu donc, de la croissance en relation à l'impact environnemental. Or, malgré nos énormes progrès technologiques quand même, en matière d'éco-efficience, en matière d'énergie renouvelable, il a été prouvé assez abondamment, avec beaucoup de recherches, que en réalité, le PIB est essentiellement lié à la dégradation de l'environnement et à la destruction et l'accaparation de ressources naturelles. Il y a un lien presque… Voilà. Donc, il est vraiment impossible donc, de croître une économie tout en réduisant la dégradation que l'on fait de la biosphère. Et donc, malgré le fait que l'on puisse augmenter l'efficience, l'éco-efficience, c'est-à-dire augmenter les technologies en réduisant un petit peu les dégâts, on ne peut pas le faire d'une façon absolue. Et la plupart du temps, lorsque les pays, surtout en Europe du Nord, prétendent qu'ils arrivent à créer des sociétés vertes et écologiques, c'est en exportant en réalité leur production à d'autres pays du Sud. Et donc, en réalité, les pollutions qui engendrent leur mode de vie sont essentiellement faites ailleurs. Mais cela n'empêche pas le fait qu'on pollue et on pollue de plus en plus depuis toujours. Voilà, donc ça, c'est très important de prendre en compte. Et donc, l'économie circulaire, souvent, elle est construite comme un argument en disant non, on va pouvoir réduire notre impact et encore grandir notre économie. Or vraiment, c'est complètement… c'est impossible, malheureusement. Alors, maintenant, j'ai envie de montrer un peu l'histoire des précurseurs de l'économie circulaire, parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde toute l'étendue de l'histoire du débat sur la circularité, sur une société durable, donc, en réalité, ces deux impasses principales, elles ont été adressées depuis les années 70 par la recherche et surtout par de penseurs très importants. Donc là, je présente un certain nombre d'auteurs et de concepts qui ont été faits dans les années 70 surtout, qui déjà proposaient une économie circulaire. Et de là, il faut quand même aussi ne pas oublier que notre société humaine était circulaire en réalité depuis le début de son existence. En fait, on a arrêté d'être circulaire que lorsqu'on a développé une société industrielle et on a fait usage des systèmes fossiles donc, pour avoir de l'énergie et cela a engendré une totale désharmonie entre les sociétés humaines et les sociétés et la biosphère. Mais donc, il y a toujours eu une littérature qui a été construite donc, en opposition à la création d'une société industrielle, à la création du capitalisme essentiellement, et plus tard du communisme prédateur, qui est plutôt un capitalisme d'État, on pourrait dire, en Europe de l'Est et en Chine. Et cette opposition à ce système-là, essentiellement aussi, s'opposait à la destruction de la nature. Bon, alors pour rendre les choses un peu plus faciles, je ne vais pas faire toute l'histoire de l'opposition écologique, mais je vais surtout commencer dans les années 70, donc avec certains auteurs clés.
et qui, comme je le disais, en fait, il touche aux 2 points essentiels qui font défaut maintenant dans la plupart des propositions d'économie circulaire que l'on rencontre. Alors, premièrement, on a The Closing Circle, c'est un livre de Barry Commoner, qui déjà, en 1971, parlait de la métaphore d'un cercle pour expliquer une économie, une société, un mode de vie qui serait en harmonie avec les cycles de la biosphère. Et dans ce livre-là, donc, c'est la première fois où on utilise cette métaphore du cercle pour penser à une économie. Et il le fait à travers une perspective éco-socialiste, donc avec beaucoup d'aspects redistributifs, sociaux, démocratiques, et avec une perspective aussi plutôt décroissante et de réduction de la consommation, de réduction de notre mode de vie pour trouver une forme d'être avec la nature plus saine, plus conviviale, de sobriété heureuse, si l'on peut dire. Donc déjà, dans les années 70, c'était proposé, ça, et c'est une économie circulaire, donc, qui est plus que seulement une économie, qui adresse donc les 2 points qui font défaut aux propositions actuelles. On a aussi, dans cette même période, une foisonnante multiplication d'autres idées comme celle-là, comme par exemple le rapport des limites de la croissance de Meadows, Small is Beautiful de Schumacher, qui prend une approche bouddhiste pour créer une mode de vie en harmonie avec la nature, mais aussi une harmonie sociale de partage, de bien-être. On a Steady State Economics, où l'économie, je ne sais plus comment ça se dit en français, mais en tout cas, Steady State Economics de Herman Daly aussi propose un mode de vie durable et aussi socialement juste, qui arrive à créer une société, une économie dans les limites de la biosphère et une justice sociale dans les limites de la biosphère. Et dans ce même temps, on a aussi d'autres livres qui ont une approche plutôt catastrophiste et peu socialement abouti, on va dire. Donc, il s'intéresse moins à la justice sociale, mais plutôt aux limites de la biosphère, comme The Population Bomb, je crois qu'en français, c'est la bombe P, donc la bombe population, et Overshoot, par exemple. Donc, c'est des perspectives qui, dans les années 70, adressent plutôt les limites, l'impossibilité de découplage, mais pas trop le problème politique. Donc, voilà, il faut quand même aussi voir la pluralité des débats donc, qui se forment dans cette période. Cependant, dans les années 80 et 90, nous avons un peu une déferlante de nouvelles perspectives qui cherchent l'éco-efficacité et les innovations technologiques à travers le marché. Et comme cela représente une époque néolibérale, en réalité, où la pensée néolibérale grandit et devient dominante, et ben, en réalité, toutes les questions de justice sociale disparaissent. Disparaissent amplement, et on se focalise vraiment sur les approches technologiques, technocentrées et soi-disant apolitiques, si l'on peut être apolitique, puisqu'avoir une approche donc technique, c'est déjà un choix politique, essentiellement. Et dans cela, on trouve par exemple le journal d'écologie industrielle et toutes les idées d'écologie industrielle. On a le métabolisme industriel et on a le biomimétisme de Baynius. Et toutes ces idées-là, en fait, utilisent des métaphores basées sur la nature. Donc, le métabolisme, la biomimétique ou l'écologie, par exemple, pour appliquer cela à nos industries. Et c'est là où on a un grand nombre d'innovations dans le recyclage, dans la gestion des déchets, etc. Et dans l'éco-conception aussi de nos produits, et vraiment une approche technologique à ces problèmes-là qui ont, voilà, qui ont dominé donc, les années 80 et 90. Bon, dans les années 2000, nous avons un ressurgissement d'approches plus socialement équitables, surtout après les crises écologiques les crises économiques qui ont survenu en 2008. Donc, il y a eu une véritable entendement que
vraiment, on ne pouvait pas dissocier l'écologie et l'économie et la société, la justice sociale en réalité. Donc c'est là où on voit Cradle to Cradle, par exemple, la Blue Economy, on voit The Performance Economy de Staël, et d'autres idées comme le capitalisme naturel, etc., qui reprennent un peu ces technologies qui ont été inventées dans les années 80 et 90 ou développées, et qui ajoutent un aspect plus social. Pas forcément un aspect, cependant, pas forcément un aspect qui est transformateur, dans ce sens qu'ils ont encore une grande optimisme technologique. Et donc, malgré le fait qu'il y a une approche sociale, donc ils répondent à une des deux manquements des approches mainstream de l'économie circulaire, ils ne répondent pas au deuxième manquement, dans le sens qu'ils ont quand même une grande optimisme vis-à-vis des technologies et de leur capacité à nous permettre de découpler la croissance économique de l'exploitation de l'environnement. Bon, dans cette même période, on a aussi d'autres approches qui sont plus transformatrices et holistiques. On a la décroissance. Bon, là, je mets le livre de Serge Latouche, mais c'est vraiment à ce moment-là que le mouvement de décroissance grandit et s'étend beaucoup plus, alors que bien entendu, le mot décroissance a été créé déjà dans les années 70 grâce à André Gorz. C'est vraiment dans les années 2000 que le mouvement s'étend beaucoup plus. On a l'écosocialisme aussi qui commence à devenir une idée beaucoup plus importante. On a d'autres aussi d'idées comme la voluntary simplicity, la simplicité volontaire, et aussi du sud global. Donc, on a des idées basées sur les points de vue indigènes, sur des modes de vie tout à fait différents, comme le buen vivir, qui vient des Andes, d'Amérique latine, donc Équateur, Bolivie, Colombie, Pérou, qui propose une harmonie avec la terre. Et aussi des idées comme le plurivers, qui est hautement inspiré des révolutions zapatistes au Mexique, et qui prétend créer un monde où tous les mondes peuvent entrer. Et donc, ce moment-là, c'est aussi un moment de transformation sociale, d'idées transformatrices, et qui prennent aussi donc, ces concepts de circularité, prennent aussi certaines de ces approches technologiques, mais propose plus un pluralisme et une transformation sociale absolue, puisque en réalité, ils veulent aller au-delà de la croissance économique et du développement. Et ça, c'est très important, puisqu'elles adressent les deux points donc, que les approches mainstream de l'économie circulaire ne prennent pas en compte. Alors, bon, pour faire le résumé de toutes ces idées-là, de toute cette histoire, on peut les classifier dans une matrice de 2 par 2. Le premier point dans cette matrice, ce serait donc l'approche aux aspects sociaux et politiques, que j'avais dit était une des premières limitations des approches plus mainstream de l'économie circulaire. Donc, dans ce sens-là, on peut être ou holistique ou segmenté, selon si on inclut donc les points de justice sociale et de démocratisation ou pas dans notre discours. Et après, il y a la croyance au découplage, donc le découplage entre la croissance économique et l'exploitation, la dégradation de l'environnement. Et donc, il y a des discours qui sont optimistes et d'autres qui sont sceptiques vis-à-vis de cette possibilité-là. Alors, donc, si l'on fait cette matrice, on a 4 idéologies d'économie circulaire qui se forment. La première, c'est l'économie circulaire technocentrique, donc segmentée, il n'y a pas d'aspect social et il y a un grand optimisme à travers la technologie. C'est là où on voit des concepts comme le biomimétisme et le métabolisme industriel. On a la société circulaire réformiste. Donc là, il y a un aspect social, bien entendu, mais il y a quand même encore une croissance optimiste dans la technologie. Là, on voit la performance economy, par exemple, de Walter Staël, et Cradle to Cradle, par exemple. Après, on a la société circulaire transformatrice, transformative, pardon. Et là, on a des concepts comme la décroissance ou le buen vivir. Finalement, l'économie circulaire forteresse,
eux, ils sont sceptiques vis-à-vis la possibilité de découplage, mais segmentés. Donc, ils ne sont pas très holistiques au point de vue social. Et là, on a la bombe P, la bombe population, et overshoot. Donc, ces idées-là sont moins répandues dans la littérature et dans, comment dire, dans les publications ouvertes au public, mais sont très répandues, par contre, dans les rapports stratégiques de groupes comme dans le Pentagone ou d'autres groupes militaires, donc qui sont très rationnels vis-à-vis des limites de la Terre et pourtant aussi n'ont pas vraiment intérêt, des grands intérêts de justice sociale, mais plutôt un intérêt de maintenir la capacité de leur pays à acquérir les richesses et les ressources dont ils ont besoin. Donc, des guerres, par exemple, pour l'eau, qui pourront survenir, sont déjà prédits et il y a des rapports, il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus au haut niveau des gouvernements et dans des think tanks, bien entendu, car que l'on veuille ou non, les crises écologiques amèneront leur lot de migrants, de pénurie de ressources et de catastrophes environnementales, de climatiques surtout, qui, bien entendu, vont devoir être affrontés. Et il y a beaucoup de gouvernements qui sont très rationnels vis-à-vis de ça, sans pour autant avoir une approche très, très sociale vis-à-vis de ça. Et bon, des bouquins qui, du point de vue académique, ont touché ça, ce serait surtout Population Bomb et Overshoot. Donc, voici le map, les différents discours de l'économie circulaire ou de la circularité, si on peut dire. Vous voyez, j'ai mis société circulaire pour les discours holistiques et économie circulaire pour les discours segmentés, puisque je pense qu'il est juste de parler d'une société circulaire pour les discours qui sont holistiques, puisqu'ils prennent plus que seulement l'économie comme point d'ancrage et entendent l'économie comme une partie donc, de la société, et donc il faut aussi inclure donc, des réductions de consommation, des transformations de notre mode de pensée, de notre mode de vie, et surtout des transformations en termes de redistribution du pouvoir et des richesses dans leur approche. Et c'est pour ça que j'ai préféré les appeler des sociétés circulaires plutôt que des économies circulaires. Donc, continuons. Il faut prendre en compte que 80% des définitions de l'économie circulaire que l'on retrouve, que j'ai retrouvées dans ma recherche, j'ai fait l'amas de plus de 200 et quelques descriptions, et j'ai trouvé que vraiment la grande majorité se trouve dans l'économie circulaire technocentrique. Cependant, plus de 70% des concepts académiques relationnés à la circularité se trouvent plutôt du côté holistique, donc de société circulaire, que ce soit réformiste ou transformatrice. Donc en réalité, la plupart des discours académiques sont beaucoup plus socialement inclusifs que ce que l'on trouve vraiment décrit en termes d'économie circulaire, surtout parce que l'économie circulaire, il ne faut pas l'oublier, c'est un concept qui vient en tant que mot économie circulaire, surtout des industries en fait, et des politiques. Ça a été plus développé par les politiques et les industries que par les académiques, surtout au début. Maintenant, les académiques se jettent dessus. Et donc, voilà, je crois que les industries et donc les compagnies et les politiciens ont fait avec le concept un peu ce qu'ils voulaient, sans prendre en compte de toute l'histoire, en réalité, de concepts qu'il y avait avant, qui parlaient déjà de circularité amplement, surtout ceux qui existaient déjà dans les années 70. Donc, je crois qu'il faut un peu décoloniser cet imaginaire d'il n'y a pas d'alternative, parce qu'il y a quand même un peu cet imaginaire des années 80 et 90 qui reste présent dans notre imaginaire de ce que c'est qu'une économie circulaire, car en réalité, il y a une pluralité d'alternatives qui ont été formulées. J'en ai fait vraiment, je n'ai touché qu'une très peu de ces idées-là. Là, il y en a juste quelques-unes à l'écran, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus en réalité. Je vous invite à voir mes recherches pour avoir une perspective moi, j'ai regardé 72 concepts différents de circularité et je n'ai touché que la surface. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres et il y a donc beaucoup d'alternatives qui valent la peine d'être explorées.
et qui toutes parlent de circulation de ressources, de circulation de monnaie, de soins, de cycle de la biosphère, de forme harmonieuse, durable. Et voilà, donc c'est ce qui est important. Alors, rentrons maintenant dans la pratique. Je vais rentrer dans ce que fait, bon, moi j'ai regardé plus en détail ce que fait l'Union européenne surtout, et dans l'Union européenne, certains pays, et bon, un pays surtout, les Pays-Bas, et certaines villes. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui a été fait dans l'exécution, la mise en œuvre de l'économie circulaire dans ces études de cas que j'ai fait pour avoir une connaissance plus approfondie de c'est quoi la mise en œuvre d'une économie circulaire ou d'une société circulaire aussi. Alors, du côté de l'Union européenne, on voit que le discours de l'économie circulaire de l'Union européenne est plutôt réformiste, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup d'une transition juste, il y a beaucoup de références aux SDGs, les fameux Sustainable Development Goals, et beaucoup de références au thème de justice, donc de coopération avec la société civile, etc. Et après, quand on regarde les politiques, plus directement, donc les directives qui ont été faites au niveau de l'Union européenne, eh ben, on trouve que tout a été vraiment dirigé vers une économie circulaire technocentrique. Donc, les politiques de l'Union européenne, par exemple, se focalisent sur augmenter le recyclage. Le recyclage donc, doit être augmenté de 65% d'ici 2035, et pour les emballages, 70%. Donc voilà, c'est vraiment une approche très ancrée sur les ressources, donc pas la justice sociale, et surtout sur la technologie de recyclage. Donc ça. Après, on a une réduction des objectifs de réduction de mise en décharge, par exemple. Il doit y avoir que 10% de mise en décharge d'ici 2035. Aussi, il y a une grande focalisation sur les EPR en anglais, donc Extended Producer Responsibility, en français, la responsabilité élargie du producteur. Et cette responsabilité élargie du producteur, donc ces systèmes de responsabilité doivent être mis en œuvre pour plusieurs flux de matières. Par exemple, les emballages, les mégots de cigarettes, les récipients, les gobelets, les lingettes humides, les serviettes sanitaires et même les filets de pêche. Donc vraiment, tout touche, tout doit être géré à travers des systèmes publics, privés, qui, à la fin, lorsqu'on pense à ce que cela veut dire que l'on fait un impôt, essentiellement, sur un produit qui est géré non pas par l'État, mais par un groupe privé. Puisqu'en réalité, il y a un coût additionnel lorsqu'on établit un système de responsabilité étendu du producteur. Il y a un coût additionnel aux produits qui sont concernés, et ce prix additionnel va directement vers un groupe d'industriels qui crée une organisation pour gérer cet argent-là et de forme autonome gérer le recyclage de ces objets. Et donc, c'est une privatisation d'une certaine façon des gains et une socialisation des coûts. Or, malheureusement, ces entreprises-là, elles n'ont pas forcément l'intérêt social lorsqu'elles décident comment gérer les déchets. Et souvent, ce que je trouve dans ma recherche, c'est qu'ils cherchent la façon la moins chère, essentiellement, pour gérer les déchets. Par exemple, j'ai fait une recherche approfondie sur les tires, pardon, les, les roues, Pneumatique. Les pneus. les pneumatiques, exactement, merci. Les pneumatiques. Et donc, les pneumatiques, lorsqu'ils sont aussi dans ces systèmes de responsabilité étendue des producteurs, ils sont tous collectés. Et une fois qu'ils sont collectés, ils sont envoyés, vers le recycleur le moins cher. Et souvent, celui-ci se trouve dans un pays en dehors de l'Union européenne. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, nos flux de déchets, la plupart du temps, ne se recyclent pas chez nous. Ils se recyclent essentiellement, avant, c'était en Chine. Maintenant, la Chine, elle ne veut plus rien savoir de notre plastique. Et elle a bien raison. Et bon, maintenant, ça va un peu partout dans le monde et ça fait beaucoup d'impacts sociaux et environnementaux dans toute la Terre. Parce que, bien entendu, cela est marqué comme recyclé dans nos cahiers, dans nos notes.
et nos gouvernements apparaissent très verts, mais en réalité, ce qui se passe vraiment avec tous ces déchets, eh ben, en réalité, personne ne le sait. Alors, une partie sûrement seront recyclées, mais jusqu'à présent, les recherches montrent que moins de la moitié se recycle véritablement. Moins de la moitié de ce qui est marqué comme recyclé se recycle. Donc c'est quand même assez dérangeant. Et en partie, c'est parce que l'on a décidé de donner cette gestion de leurs déchets aux entreprises qui la font. Et bien entendu, eux, ils vont le donner au celui qui recycle le moins cher. Et ils vont essayer que ça coûte le moins possible. Bon, donc voilà, l'incohérence donc entre un discours de justice sociale, etc., et puis des politiques vraiment très axées technologie et surtout axées gestion privée, qui d'ailleurs ne sont pas bien élaborées dans ce sens-là. Bon, alors, une autre étude de cas que j'ai regardée, c'était les discours d'Amsterdam. Et là aussi, on voit une incohérence entre Amsterdam, qui a pris une approche du donut economics. Donut economics, bon, j'ai aussi révisé dans toutes les autres approches d'économie circulaire, et il rentre dans société circulaire réformiste, le concept de donut economics. Donc, Amsterdam, vraiment, a fait toute sa politique d'économie circulaire en base à cette idée. Donc, le donut, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette idée de créer une société qui ne va pas par au-delà des limites de la planète, de la biosphère, donc surtout des 9 limites qui ont été établies par des scientifiques en Suède, et tout en permettant la satisfaction de biens essentiels sociaux, d'un bien-être social minimal. Donc, c'est vraiment vraiment win-win, on va dire, enfin essayer d'apporter un bien-être social dans les limites de la biosphère, essentiellement. Bon, je fais très rapidement. Et bon, donc il y a vraiment une approche sociale, du moins dans le discours. Donc maintenant, lorsqu'on regarde les politiques d'Amsterdam, c'est vraiment très ancré sur appui aux PME, vraiment des aides pour l'innovation, surtout pour les produits high-tech, beaucoup de réduction d'impôts ou d'aides fiscales, etc., pour certaines industries, beaucoup de partenariats publics-privés, tant pour la recherche comme pour la création de nouveaux marchés. Et donc, à la fin, c'est une économie qui dépend des déchets. Donc, il crée une économie en utilisant les déchets comme une nouvelle façon pour que le capital puisse s'étendre. Donc, c'est un nouvel avenue d'accumulation de richesses à travers l'utilisation de déchets. Et donc, c'est une expansion du système économique et qui est très ancrée sur la nécessité d'une croissance économique aussi, à travers cette utilisation et cette valorisation des déchets, qui ne semble pas mal à premier abord, mais qui est vraiment très ancré sur la compétitivité d'une ville plutôt que d'une véritable justice sociale spécifique. Bien entendu, avec une privatisation aussi des gains, puisque ces technologies-là sont contrôlées par un certain nombre de compagnies, un certain nombre de personnes. Il n'y a pas vraiment une envie d'open source ou de technologie libre dans cette démarche-là. Voilà, pour Amsterdam. Allez, après, on a Glasgow. Donc, Glasgow a un discours qui se base sur le cradle to cradle, donc, qui est un des approches d'économie circulaire qui a été créé en 2002 par un groupe d'architectes et de chimistes suisse, qui est un des premiers, qui est vraiment une sorte de précurseur de l'économie circulaire, moderne, on va dire, plus holistique, qui est donc une approche très sociale aussi, avec des véritables aspects de justice, de démocratisation. Et la ville a quand même pris une démarche plus juste dans ce cas-là. Donc, il y a quand même une démarche où ils cherchent à créer surtout des nouvelles aides à l'économie sociale et solidaire et aux petits groupes communautaires d'agriculture urbaine, par exemple, et vraiment focalisé sur une économie de partage des ressources au niveau local. Donc,
Ce n'est pas une transformation absolue, ils ne sont pas tout à fait au-delà de l'idée de croissance économique, mais c'est tout de même une transformation bien plus profonde que ce que l'on trouve chez Amsterdam, par exemple. Bon, après, on a les Pays-Bas. L'économie circulaire aux Pays-Bas, c'est surtout à travers les partenariats publics-privés et surtout la responsabilité élargie du producteur. Et dans ce cas-là, il n'y a vraiment aucune approche sociale. C'est vraiment une démarche de croissance économique absolue et de compétitivité donc pour le pays, pour se créer des niches dans ce marché-là de gestion des ressources. Bon, après, il y a quand même beaucoup de discours et d'initiatives de la société civile, comme les cafés de réparation, l'agriculture urbaine, et des mouvements comme Extinction Rebellion, mais aussi, par exemple, les réseaux comme Emmaüs, qui sont fondés sur la réinsertion sociale dans des déchetteries. Et ceux-là ont quand même une approche beaucoup plus transformatrice. Donc voilà, pour vous montrer un peu où se placent certaines politiques dans cette économie, dans ce map plus divers d'économies, de différentes visions de l'économie circulaire. Alors, bon, maintenant, je voudrais vous donner quelques idées de politique que j'ai trouvées à travers ma recherche, quelques idées plus pratiques de politique que je peux recommander, qui manquent maintenant, surtout dans les approches d'économie circulaire que j'ai analysées. Donc, par exemple, l'interdiction de la destruction des stocks invendus, établir des passeports de produits, des étiquettes de durabilité obligatoires contenant, par exemple, des informations sur les matériaux, les impacts socio-écologiques. Il n'y a pas encore maintenant une véritable connaissance pour le consommateur, mais aussi pour les entreprises, de véritable impact des produits qu'ils achètent, des services qu'ils achètent. Donc voilà. On peut aussi étendre et améliorer les réglementations en matière d'éco-conception, surtout des mesures sur la durabilité des produits, par exemple, augmenter les périodes de garantie. Maintenant, en Europe, c'est seulement 2 ans. Ça pourrait facilement être 5 ans. Et il n'y a pas de raison pour que ce soit pas 5 ans ou plus même. On pourrait aussi demander des objectifs en réduction, par exemple une augmentation des matériaux secondaires ou matériaux renouvelables durables dans des nouveaux produits. Donc, demander à que les nouveaux récipients, par exemple plastique, aient un minimum de matériaux secondaires recyclés dedans ou de matériaux d'origine durable. Donc ça, c'est pour les politiques de production et de conception, mais il y a plusieurs aspects, bien entendu. Il y a aussi des politiques économiques. Il faudrait strictement interdire ou restreindre strictement l'exportation des déchets et s'assurer que si l'on exporte des déchets ailleurs, ils soient véritablement recyclés. Ça, c'est quand même important puisque cela cause énormément de problèmes en ce moment. Il faut taxer les ressources, surtout les matières premières, et réduire les TVA pour des produits et les services plus durables. Établir des objectifs obligatoires en matière de marché public circulaire et durable. L'État, avec la finance publique en Europe, ça représente plus de 40% d'économie. Et si l'État achèterait plus durablement, plus écologiquement et aussi socialement, cela apporterait un bénéfice absolu vraiment à l'économie et à vraiment une nouvelle démarche d'économie, notamment l'économie sociale et solidaire qui est durable. On peut établir des objectifs de réduction de l'empreinte écologique par habitant pour chaque pays. Donc, l'empreinte écologique, c'est une mesure d'impact, bien entendu, qui est vraiment peu utilisée en ce moment en politique, et pourtant qui a beaucoup d'années de recherche économique derrière, de recherche approfondie, qui pourrait nous donner un compas assez bon pour ce qui est une véritable circularité au point de vue biophysique. On pourrait réviser les subventions agricoles et rémunérer les agriculteurs en fonction des services sociaux et écologiques qu'ils apportent. En ce moment, les subventions agricoles sont essentiellement données vis-à-vis de la quantité de production ou la taille des terrains, et donc sont très inégalitaires.
Elle pourrait être beaucoup plus durable, pourrait promouvoir une totale transformation du système agricole, pardon, et cela est essentiel puisque le système agricole est un des plus nocifs pour l'environnement, représentant 33% des gaz à effet de serre, mais aussi un énorme impact dans la déforestation et la pollution des écosystèmes. On pourrait bien sûr promouvoir une alimentation végétale qui est non pas seulement plus saine, mais aussi plus durable, et on le sait depuis quand même assez longtemps, avec beaucoup de recherches. On pourrait éliminer, bien entendu, les paradis fiscaux et établir des taxes sur la fortune et les transactions financières. Alors, cela est important pour réduire les énormes inégalités qu'on a en ce moment, mais aussi pour avoir des ressources dont on a besoin essentiellement pour pouvoir financer ce qui doit être financé pour la transition écologique. Dans le point de vue de politique sociale, il faut absolument, ou du moins il est assez recommandé parmi la plupart des recherches, qu'il faut transformer nos modes de vie, nos modes de pensée, notre relation au monde naturel et aux autres en réalité, et donc des modes et des valeurs non matérielles. Il y a quand même beaucoup de recherches qui montrent maintenant que plus de PIB ne nous rend pas plus heureux. Au bout d'à peu près 25 000 dollars de PIB PPP par habitant, on ne trouve pas véritablement d'augmentation de bien-être. Et en réalité, on pourrait être beaucoup plus heureux avec beaucoup moins. Et donc, pour être tout simplement en meilleure harmonie, non pas seulement avec la Terre, mais aussi avec nous-mêmes, il est très important de promouvoir des autres valeurs. Et donc, on pourrait faire des taxes ou des restrictions sur des publicités qui donc nous mènent à consommer et à nous voir à travers ce que nous avons matériellement. Et de la publicité est un moteur essentiel à la dépression essentiellement pour que l'on veuille toujours acheter. Et il y a beaucoup de recherches là-dessus, beaucoup de recherches qui prouvent les effets néfastes de cela, et donc il faut vraiment mettre un frein. Les médias communautaires et l'éducation environnementale sont aussi une façon d'augmenter ou du moins de réduire l'impact de la publicité. Et pour cela, il faut les financer pour qu'ils ne dépendent pas de la publicité et de la vente de produits pour exister. Aussi, réduire le temps de travail, favoriser le travail à temps partiel et augmenter les congés. Alors, il y a beaucoup de recherches qui montrent que réduire le temps de travail, c'est non pas seulement mieux pour nous, on aura même une meilleure santé physique et psychologique, mais aussi c'est très bien pour la biosphère. C'est-à-dire qu'on réduit l'impact environnemental directement si on réduit le temps de travail, par exemple, de 40 à 30 heures par semaine. En partie, cela est dû aux réductions de salaire qui vont avec. Alors, bien entendu, si on a un salaire minimum, cela ne doit pas affecter le salaire minimum, mais bien, pour ceux qui sont au-delà du salaire minimum, cela équivalerait à une petite réduction, mais qui est amplement bénéfique à l'individu en point de vue de l'augmentation du bien-être. Ça réduit la compétitivité et la poussée à toujours produire au travail, et bien entendu, ça augmente la possibilité de vivre et d'augmenter les cycles de soins essentiels que l'on a besoin de se donner à ceux que l'on aime, et à notre famille, et à nos amis, et à notre communauté, et à nos écosystèmes. Donc, plus de temps pour le soin de soi et le soin des autres. Après, bien entendu, il y a des politiques de justice sociale qui peuvent être mises en œuvre pour que les coûts d'une économie circulaire, d'une transition ne retombe pas sur les plus vulnérables, et on sait les impacts de cela avec les gilets jaunes, par exemple. Et donc, un salaire universel ou des services publics gratuits et de qualité sont très importants dans ce sens-là. Surtout des services publics. Donc, en ce moment, on a plutôt une tendance à rendre les services publics non publics, c'est-à-dire les privatiser, tant l'éducation que la santé, que les transports, l'énergie, etc. Mais en réalité, cela n'est pas toujours pour le bénéfice des citoyens. Cela peut
apporter une croissance économique, certes. Si on privatise la santé, cela va générer peut-être du PIB en créant de la compétitivité dans le secteur de la santé, en obligeant une création de nouvelles compagnies, mais cela ne va pas forcément augmenter la qualité de la santé qui va être donnée aux citoyens. Et d'ailleurs, les études le montrent, les systèmes publics sont plus efficaces. Il y a plus d'espérance de vie dans les pays qui ont des systèmes publics. Et donc, cela s'applique aussi pour les systèmes de transport et d'éducation. Bon, après, on a augmenté le financement et le transfert technologique vers les pays du Sud global. Le financement de projets, surtout d'énergie renouvelable, de biodiversité, de circularité. On sait très bien que les pays du Nord, en ce moment, accaparent les technologies et les richesses pour une transition écologique. Or, les pays du Sud vont avoir un grand travail à faire aussi pour pouvoir… ils ont quand même encore beaucoup à se développer du point de vue matériel, donc vraiment strictement matériel. Il faut construire encore des systèmes de provisionnement d'eau, des systèmes vraiment d'épuration, d'eau usée, de recyclage, de tout, quoi. Et cela va leur coûter et il faut qu'on puisse partager surtout les technologies pour qu'ils puissent le faire. Et bon, finalement, il faut démocratiser les structures de décision en augmentant surtout la transparence et des procédures participatives, des véritables procédures participatives dans la prise de décision. Et une des grandes innovations démocratiques qui a été mise en œuvre il y a peu de temps, c'est les assemblées citoyennes sur la transition écologique. Par exemple, l'Assemblée citoyenne sur le climat qui a été créée en France en réponse aux Gilets jaunes, qui représente une nouvelle façon de faire de la politique. Malheureusement, cette assemblée citoyenne en France n'a pas été utilisée de bonne façon par le gouvernement, puisque les recommandations qui ont été faites par l'Assemblée n'ont pas été prises par le gouvernement. Selon les citoyens qui ont été choisis pour cette assemblée. Alors, premièrement, c'est quoi une assemblée citoyenne? C'est-à-dire, c'est des citoyens choisis au sort pour faire partie d'une assemblée qui va traiter d'un thème en relation à la transition écologique. Dans ce cas-là, c'est le changement climatique, bon, réduire les émissions, mais cela peut être sur la circularité ou sur des thèmes écologiques bien plus vastes ou sur un thème social. Ça peut être sur n'importe quoi. Mais l'idée, c'est que ça tiré au sort plutôt que c'est des citoyens tirés au sort plutôt qu'élus. Et cela essentiellement donne une plus ample démocratie puisque c'est une représentation directe du peuple sans manipulation de systèmes, de partis ni d'argent qui vont permettre donc une discussion tout à fait délibérative sur le thème plutôt qu'une discussion d'accaparat d'intérêts. Et donc, on a vu qu'en réalité, avec beaucoup de recherches là-dessus, les citoyens, lorsqu'ils sont apportés dans une pièce pour discuter d'un thème, des citoyens élus à hasard sont beaucoup plus propices à coopérer, à parler de façon correcte entre eux que des politiciens, et donc arrivent à des choix qui sont beaucoup plus transformateurs que ce qui se fait traditionnellement dans nos parlements. Car en réalité, cette division de la société que l'on voit est beaucoup moins présente en réalité. C'est une fausse, je dirais, c'est une fausse division car on est dans des bulles essentiellement médiatiques. Donc voilà. Donc, je m'étends un peu là-dessus parce que je crois que c'est peut-être la politique la plus importante de toutes celles que j'ai montrées, car c'est à travers des assemblées citoyennes, tant au niveau, par exemple, du Québec, on peut faire ça au niveau d'une province, d'un pays, ou au niveau de l'Union européenne, ou même au niveau global, au niveau des Nations Unies. Rien n'empêche que l'on élise à hasard, enfin que je choisisse à hasard plutôt, excusez-moi, 300 personnes au niveau global. En tout cas, que l'on doit en réalité créer et choisir les politiques qui nous mèneront vers la transition. C'est à travers ces systèmes démocratiques que l'on doit
créer donc ce futur. Et ces systèmes démocratiques sont donc essentiels. Et les politiques qui créeront seront aussi beaucoup plus transformatrices que ce que l'on voit. Et il faut juste leur donner le pouvoir et leur assurer donc que les choix qui vont être faits à travers ces structures vont être vraiment mis en œuvre et pas seulement finir en tant que rapport dans un bureau de l'exécutif. Bon, alors, je crois que j'ai assez parlé pour maintenant. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je préférerais maintenant aller vers les conclusions pour que l'on puisse discuter aussi. Génial. Et donc, essentiellement, pour conclure, je crois il est très important qu'un discours et une politique plus plurielle sur l'économie circulaire se fassent. Donc, tant au niveau social que politique, bon, en général, il faut entendre tous les cercles, tous les cycles, tous les flux qui sont pertinents donc pour ce qu'est une économie ou une société circulaire. Et il ne faut pas oublier donc que ce n'est pas seulement de ressources dont il faut parler, mais aussi d'argent, de pouvoir, de connaissances, de cycles biophysiques de la Terre et de soins, bien entendu. Et si le discours n'est pas élargi, il n'abordera pas ces limites fondamentales, donc les deux limites surtout que j'avais mis en évidence, la limite du point de vue du manque de discussion sociale, mais aussi la limite de l'espèce d'ambition technologique mal fondée. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas de technologie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un grand besoin de tous les discours et de toutes les approches. C'est-à-dire que oui, il faut des nouvelles technologies d'énergie renouvelable. Cependant, elles ne seront pas suffisantes. C'est surtout ça qui importe. Donc, plus de pluralité, plus de diversité dans le discours et comprendre que oui, on doit mettre plus de panneaux solaires et beaucoup plus d'éoliennes, mais aussi, il faut réduire notre consommation d'énergie car ce ne sera pas suffisant de mettre des éoliennes. Malheureusement, avec le niveau de vie que l'on a maintenant, on est bien sûr tout droit pour terminer avec notre belle Terre. En tout cas, la Terre, elle sera bien sans nous, mais c'est plutôt notre civilisation qui risque de s'effondrer puisqu'on ne sera plus capable de vivre dans les conditions qu'on aura créées pour nous-mêmes dans cette biosphère. Et bien entendu, compte tenu des inégalités croissantes et des catastrophes environnementales qui vont survenir et qui d'ailleurs sont déjà là, sont déjà le jour pour beaucoup de citoyens d'ailleurs, il est clair qu'une vision plus holistique et diversifiée de l'économie circulaire est nécessaire, car sinon elle n'aura aucune espèce d'intérêt pour la plupart des citoyens qui, comme les Gilets jaunes, ont trouvé dans la transition écologique technocentrée très peu d'intérêt. Et voilà, donc une panoplie de mesures politiques doivent être mises en œuvre et doivent être faites démocratiquement avec une perspective beaucoup plus plurielle, beaucoup plus diverse sur ce qu'est une économie et une société circulaire. Merci beaucoup, Martin. C'était fort intéressant et tu nous as résumé un pan d'histoire de la pensée autour de l'économie circulaire. Et puis, merci pour la présentation aussi sur les 4 discours qui est toujours très éclairante. Donc, on a du temps pour les questions. Alors, je vous propose de prendre une question. Peut-être soit lever la main, soit plus directement, prenez votre micro et puis posez la question. Peut-être, à ce moment-là, on peut prendre des questions qui sont dans le fil de discussion. Certainement. Donc, il y a Cynthia Poirier qui posait une question par rapport à ce que présentait Martin, mais peut-être plus aller à la deuxième partie de son intervention qui dit, c'est d'ailleurs un questionnement que je me pose à chaque lecture de l'économie circulaire qui vise finalité et non pas la démarche. Sans les acteurs de liaison, de changement, de mobilisation, l'économie circulaire ne s'opère pas seule. Il y a un risque que l'application de l'économie circulaire se fasse en gouvernance de type top-down. Vous avez parlé de la démocratisation du pouvoir et donc de l'économie circulaire. Comment voyez-vous le tout?
J'ai l'impression d'avoir répondu peut-être avec les conclusions. Je ne sais pas si cette question a été posée avant que j'ai fait ma dernière slide. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, il ne faut pas faire une économie circulaire top-down. C'est tout à fait ça, je crois, la conclusion que je voudrais, ou du moins le message qui est le plus important, à mon avis, c'est ça, c'est la diversité et la co-construction d'un monde circulaire, durable, juste, donc, en collaboration avec les citoyens et avec autant de démocratisation que possible. Merci beaucoup, Martin. Il y avait un point de Geneviève Dion. Est-ce que Geneviève, tu es là? Peut-être que tu peux formuler ta question. Oui, allô. En fait, c'était plutôt une réaction par rapport à ceux qui mentionnaient là, la volonté des Pays-Bas de tendre vers le 100% circulaire, où je mentionnais que c'est sûr que le contexte territorial est important à considérer pour miser de la circularité et dépendant qu'est-ce qu'on mise comme circularité. Je faisais un commentaire sur le fait qu'on peut rendre tout circulaire sans jamais décroître. C'est sûr que moi, je l'enseigne depuis une quinzaine d'années à l'université, cette question d'écologie industrielle, le Victor Papanek et tout ça. Là, je suis designer. Donc, on est encore beaucoup au bouclage des flux et c'est bien ce qu'on fait, les synergies, les symbioses, mais il ne faut pas en arrêter là. Et moi, la question que je me pose, à laquelle je n'arrive pas nécessairement encore à des réponses, c'est comment on remonte à la question de l'éco-conception pour remettre en question la pertinence d'un produit, d'un emballage ou d'un service, parce qu'on peut rendre tout circulaire sans jamais rien réduire. Et je ne dis pas que c'est ce que l'économie circulaire pousse. Par contre, c'est un peu un constat que j'ai comme designer de me dire quand est-ce que la communauté va refuser de concevoir ou de produire et quand est-ce que les ministères de l'économie et de l'innovation et les gouvernements vont regarder la mise en marché. Moi, je suis dans le monde de l'emballage. On parle beaucoup d'emballage, mais je vois aussi beaucoup de produits à usage unique de courte vie qui ne sont pas des emballages, qui sont acceptés sur le marché. Des fois, on embrasse l'innovation parce qu'elle est québécoise, mais on génère quand même beaucoup de déchets avec ce type de produit-là. Et je me dis, quand est-ce qu'on aura, entre guillemets, le courage d'intervenir en amont pour s'assurer que cette pertinence, elle est là. Quand on a parlé de bannir la paille de plastique, j'ai jamais vu autant de paille sur le marché que depuis qu'on a commencé à parler de la maudite paille de plastique et qu'on a laissé le champ libre à toutes les alternatives qui sont à usage unique de courte vie ou qui sont durables, mais on se ramasse avec 25 pailles en stainless dans nos garde-manger. Donc, c'est cette question-là qui m'anime. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais devenir trop passionnée. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, quelle réponse, Martin, tu pourrais avoir au questionnement de multiples et de Geneviève, qui, depuis le point de vue de l'éco-conception en particulier et du design plus généralement? Oui, je crois que c'est un super bon point qu'a donné Geneviève. D'ailleurs, tout dépend de ce qu'on veut dire par circularité. Donc, rendre circulaire, c'est quoi? Donc, c'est pour ça que j'ai fait dans les premières minutes de ma présentation sur les différents cycles, qu'est-ce que ça peut être qu'une économie circulaire ou qu'est-ce qu'on veut dire par la circularité. Et en réalité, je pense que la circularité, si elle se réduit à recycler essentiellement, si c'est une métaphore pour seulement le recyclage, eh ben alors là, ça ne veut plus rien dire, autant juste parler du recyclage. C'est-à-dire que quand on mal utilise les mots, enfin, ce n'est pas une malutilisation, mais c'est une interprétation assez singulière, c'est limité, on va dire. Il faut aussi parler des flux de soins sociaux, des flux de monnaie, d'argent, où est-ce qu'il va, l'argent de ce produit, qui achète ce produit, qui vend ce produit, qui possède les ressources et les industries. Et surtout, il faut penser, bien entendu, à réduire, comme vous avez bien dit. Donc, essentiellement, c'est une question de... On n'arrivera à rien en recyclant seulement, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut décoloniser l'imaginaire très, très, très abondamment, si je puis dire, et vraiment se rendre compte qu'il y a une pluralité d'autres visions et d'autres formes de penser l'économie circulaire. Et surtout d'autres flux qui sont très pertinents pour une économie circulaire.
Merci beaucoup, Martin. Marie-France, je pense que tu as une question. Oui, ben d'abord un commentaire. Merci pour la présentation fort intéressante. Il y a plusieurs choses qui ont frappé mon imaginaire, puisqu'on parlait d'imaginaire. D'abord, cette idée de la multiplicité des flux, enfin, la multiplicité des perspectives ou voire des disciplines qu'on va utiliser pour analyser ces flux, donc les flux de matière, d'énergie, etc., mais aussi les flux économiques, les flux sociaux, etc. D'où ma première question. Je pense qu'une bonne partie des problèmes ou même des difficultés d'implantation d'une approche technocentrique, elle va se retrouver dans d'autres cycles, par exemple un cycle économique, un cycle juridique, un cycle, des réglementations qui font en sorte qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose ou même des règles comptables ou des choses comme ça. Donc, je ne sais pas, il me semble qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui a été, que vous avez vu dans la littérature, cet intérêt pour voir comment croiser différents types de flux ou alors ce qui explique qu'on n'y arrive pas ou comment on peut travailler pour faire converger ces types de flux. Donc, voilà. Je crois que c'est une bonne question. En réalité, je crois que dans la littérature, surtout des précurseurs, donc surtout dans les années 70, je crois qu'il y a une vraie volonté de parler de tous ces flux-là, surtout lorsque l'on pense aux approches marxistes. Donc, souvent, par exemple, l'idée de flux, de métabolisme urbain, mais aussi de métabolisme de la société, est une approche, une conception marxiste des systèmes sociaux. Et cela prennent en compte donc, les flux matériels, mais aussi les flux humains, les flux économiques, les flux de connaissances. Pas toujours avec ces mots, parce que la littérature marxiste a sa propre terminologie, mais surtout utilise le métabolisme et souvent les flux pour parler des flux financiers. Et donc, je crois qu'on a eu tort dans les années 80-90 de ne plus vouloir parler et de soi-disant dépolitiser un peu notre agenda écologique à travers des approches ultra technocentrées qui ont apporté leur apport, hein, il faut dire. Il y a des technologies qui vont nous être utiles maintenant grâce à ça, des systèmes de symbiose industrielle qui sont efficaces, mais qui ne sont pas suffisants. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut retourner aux sources et à la littérature comme le Closing Circle, par exemple, ou Small is Beautiful, qui sont, je crois, beaucoup plus ancrés sur tous ces aspects-là, plus holistiques. Donc, je ne sais pas si je réponds entièrement à votre question, mais c'est aussi ce que j'essaye de faire moi, essayer de prendre tous ces flux en compte, du moins. Mais je pense qu'il y a d'autres flux, hein, d'ailleurs. Je n'ai choisi que 5 ici pour la présentation, mais il y en a d'autres qui sont très importants. Merci pour la réponse. En même temps, je dois avouer qu'elle me laisse sur ma faim parce que c'est comme si, là, on part comme d'un autre niveau. Small is beautiful, bon, certes, une approche, mais qui ne suffit pas à nous dire comment est-ce qu'on intervient sur d'autres types de flux, que ce soit des flux sociaux, que ce soit des... Il y a quand même... Voilà, c'est correct. Je vais rester sur ma faim un petit peu. Mais voilà. Vous avez raison, je crois qu'il n'y a peut-être pas un livre ou une approche qui suffise à elle-même, hein, pour comprendre la complexité de la réalité en réalité. C'est bien pour ça que je parle de pluralisme, parce que chacun a son apport et un apport important et qu'il faut prendre en compte tout en sachant qu'il est limité par lui-même. Et donc, je pense qu'essayer de trouver une réponse simple, celui-là, il y a tous les flux finalement, tout est là. Bon, je ne sais pas si c'est possible, mais ouais.
Merci beaucoup, Martin. Donc, on a une question de Richard. Alors, je ne connais pas votre nom de famille. Oui, Je réseau militaire. Bienvenue. Oui, merci. Écoutez, moi, premièrement, je suis content d'entendre cette présentation-là parce qu'elle permet de mettre peut-être plus de l'avant, justement, différentes observations, différents points de vue. Je trouve effectivement que quand on parle du cycle des ressources actuellement, c'est quelque chose qui est très fort au niveau de la volonté de faire avancer la cause. Et moi, ça me paraît important de ne pas trop s'en aller dans une voie unique parce que j'ai l'impression qu'au niveau du paradigme de pensée, on revient dans une pensée linéaire en fonctionnant de cette façon-là. Je trouve important de remettre en question au niveau des sommes qui sont attribuées, des subventions et tout ça, de ne pas s'en aller uniquement ou pas uniquement, là, je veux dire, c'est pas uniquement, mais je veux dire, on dirait que ce qui est surtout mis de l'avant, c'est de la valorisation d'entreprises qui vont transférer de la chaleur pour faire sécher du grain ou des choses comme ça. Et ça, c'est intéressant pour le gouvernement. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est important de le faire, excepté qu'on dirait qu'il y a beaucoup de... L'observation actuellement n'est pas centrée des fois sur des projets d'économie circulaire qui, justement, sont davantage orientés vers une approche holistique. Et moi, j'ai vraiment cette impression-là. Je ne sais pas si je me trompe, je ne suis pas quelqu'un qui a une vision assez large de ce qui se passe actuellement, mais ce que j'entends, en tout cas pour moi, dans ma démarche personnelle, je sens qu'une difficulté à comprendre, moi, ce que je fais comme démarche au niveau de l'économie circulaire. Et ma démarche, elle est holistique, elle est citoyenne. Et je ne sens pas qu'on a un intérêt. Et pourtant, pour moi, actuellement, le fait d'impliquer la somme des citoyens dans cette démarche-là pour que cette réflexion-là de passer d'un paradigme linéaire à un paradigme circulaire au niveau de notre façon de concevoir les choses, de ne pas arriver à une finalité, mais d'arriver à quelque chose qui dise, écoute, je suis arrivé à un résultat, mais ça ne veut pas dire que c'est la perfection ou que ça se termine là. Pour moi, une circularité, c'est de revenir et de réfléchir à nouveau sur les multiples options qui nous sont données. Et cette façon de réfléchir-là, on dirait que on a travaillé sur ça. Pour moi, ça me paraît être un enjeu primordial actuellement. Je sais que là, on veut s'en aller vers l'éducation pour amener les étudiants à prendre aussi compte du monde vers lequel on s'en va ou du paradigme vers lequel on s'en va. Et j'espère que ce qui est dit ce matin au niveau de cette présentation-là, merci à l'animateur justement de nous avoir, pas l'animateur, mais voyons, merci pour la présentation parce que justement, je pense que c'est important pour nos étudiants d'avoir une vision qui soit holistique, large, pour que tous, on puisse s'en aller dans cette démarche-là parce que je ne crois pas non plus que en fonctionnant avec le haut de la pyramide, on va y arriver. Il faut que tout l'ensemble du monde soit là et je pense que des jeunes peuvent nous permettre d'arriver à s'en sortir. Et quand je parle de jeunes, pour moi, ça peut être des gens du secondaire qui peuvent avoir des idées lumineuses. Je crois qu'il faut aller chercher cette génération-là qui déjà ont mis le pied dans un nouveau monde et qui perçoivent les choses différemment de nous. Et justement, je reviens encore avec cet aspect-là, peut-être de vraiment pas oublier et de faire attention de ne pas s'en aller dans une démarche où on utilise uniquement le cycle des ressources. Ça, c'est mon vœu. Merci pour la présentation parce qu'elle fait foi un peu de ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. C'est parce que la question que j'avais vis-à-vis ça tout à l'heure, c'était justement comment est-ce qu'on fait pour que ce que je viens de dire se soit mis à l'intérieur du système parce que, puis il y a une dame tout à l'heure qui a posé la question et pour moi, c'est ça ma question. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des pays qui ont réussi? Comment est-ce que, je ne sais pas moi, tantôt on parlait de Glasgow,
est-ce qu'ils ont eu des méthodes pour arriver à amener les choses de façon à ce qu'ils soient davantage holistiques? Est-ce qu'on a à retirer des enseignements de ce que Glasgow a fait? Alors, je ne pense pas qu'on... Ouais, il y a une bonne étude de cas dans le sens qu'il y ait un endroit qui l'ait bien fait dans le point de vue d'être complètement holistique. Parce que je pense que dans tous les cas, il a manqué beaucoup de démocratisation. Il y a manqué essentiellement de créer une assemblée citoyenne élue, bon pas élue, choisie avec un triage, voilà. Comme je présentais avant, et donc vraiment co-créer les plans à travers, avec la société civile et donner un véritable pouvoir de décision aux citoyens dans la création des plans d'économie circulaire. Donc oui, Glasgow a une approche un peu plus holistique, mais cela ne veut pas dire que leur plan est parfait. C'est-à-dire, oui, ils se focalisent beaucoup sur l'économie sociale et solidaire et les cycles de soins, etc. Mais ils ne mettent pas beaucoup d'argent dessus non plus. Donc, bon, en analysant le discours, il manque peut-être l'échelle pour faire face aux défis. Donc, ouais, par contre, Amsterdam, peut-être mettre un peu plus de ressources, mais ça focalise plus sur une approche technocentrée, sur l'innovation, etc. Donc, dans les deux cas, il y a eu un certain montant de coordination avec la société civile pour la création des plans, mais largement pas assez. En fait, voilà, c'est vraiment un processus de consultation plutôt que de participation, je dirais. Donc, on socialise les plans avec quelques groupes de société civile et on prend les commentaires et on les inclut. Si oui, sinon, on les inclut pas sans vraiment d'explication. Voilà, c'est le typique. Voilà. Donc, c'est du remplissage de cases participatives, si l'on peut dire. Mais bon, alors pour moi, c'est ça, il faut la concréer vraiment du pas. Et un autre point que je crois que vous avez bien dit, c'est le thème systémique. Et donc, en fait, en réalité, il ne faut pas oublier que la croissance économique est quand même un énorme enjeu ici et un énorme problème. Parce que notre société elle-même, le capitalisme, que l'on veuille ou non, c'est notre mode d'économie, dépend de son expansion pour survivre. Si l'on n'a pas de croissance, eh ben, nos marchés financiers s'écroulent, nos systèmes de retraite s'écroulent, nos économies s'écroulent, nos entreprises ne peuvent pas continuer. C'est l'essence même du système, c'est son expansion. Et c'est comme ça qu'il marche. Alors nous, dans les pays du Nord, on a réussi à accumuler les bénéfices et rejeter tous les impacts environnementaux aux pays du Sud, ce qui a été bien pour nous, moins pour d'autres. Et essentiellement, si l'on veut vivre dans une société qui ne dépend plus de cette exploitation-là, il va falloir penser à une société post-capitaliste et donc post-croissance. Et dans ce cas-là aussi, on a une pluralité de perspectives qui nous permettent à penser à cette possibilité-là. Mais c'est une véritable question que seuls les discours ou les approches ou la littérature dans le cercle du bas à gauche, donc ce seraient les sociétés circulaires transformatives, pardon, qui vraiment touchent cet impératif-là, parce que voilà, si on continue dans le même système économique, on va se prendre un mur écologique, que l'on veuille ou non, à un moment ou à un autre. Donc, ouais, mais c'est une bonne question. Hein, et je crois que voilà, elle est touchée par beaucoup d'académiques, de recherche, et je pense que cette recherche-là devrait avoir plus d'espace dans le discours public. Malheureusement, elle est très, depuis l'époque néolibérale, elle a été très exclue, je dirais, alors que dans les années 70, elle se prenait au sérieux, et on la prenait au sérieux. Et je pense qu'il est grand temps de la reprendre au sérieux parce que, voilà, que l'on le veuille ou non, il faut se rendre à l'évidence qu'il va falloir qu'on planifie une nouvelle type de société. Donc, il y avait une autre question. Problème avec mon curseur, je suis vraiment désolé.
Et j'arrive à rien voir. Donc, Je vais la prendre. Ok, merci. Alors, avec la crise sanitaire mondiale que nous vivons depuis presque 2 ans, n'est-ce pas un signe fort que le système économique capitaliste est dépassé, saturé, etc.? Dans quelle mesure pouvons-nous être optimistes et par quels moyens, horizons, pour des changements en profondeur vers une société circulaire et plus équitable? Dans le discours actuel, on met beaucoup l'accent sur la reprise économique, soit de revenir comme avant la pandémie, sauver les entreprises, les emplois. Comment voyez-vous la transformation dans ce contexte? Je pense que c'est un peu ce que je disais auparavant. Mais il est clair que cette crise n'est que le début, n'est que comment dire, la pointe de l'iceberg d'une crise beaucoup plus grande écologique que l'on fait face déjà maintenant. Et une crise d'inégalité, une crise sociale, une crise de dette, etc. Et essentiellement, je pense qu'on a été très mauvais dans la dernière crise de 2008. On avait des opportunités aussi de recréer un système financier plus équitable, plus démocratique, de transformer un peu tous ces flux de monnaie d'une façon redistributive. Et on ne l'a pas fait. On n'était pas mal organisé, on a été un peu organisé, mais mal organisé. Et je pense que les demandes de la société n'ont pas été prises en compte par les pouvoirs, malheureusement politiques. Et je pense qu'il faut que l'on s'organise dès maintenant pour pouvoir demander plus lorsque plusieurs crises viendront dans le futur et être prêt pour que lorsque ces crises arrivent, ce ne soit pas un certain groupe de privilégiés qui en font usage pour s'enrichir encore plus, et plutôt que nous puissions nous organiser pour demander les transformations qui sont nécessaires. Et parmi celles-là, il y a des transformations que l'on appelle des réformes non réformistes, donc c'est-à-dire des réformes qui paraissent juste réformer le système, mais qui en réalité posent les piliers pour une véritable transformation socio-écologique post-capitaliste, qui ne peut peut-être pas se faire d'un coup, mais qui se fait à travers ces réformes non réformistes. Et parmi ces demandes-là, on peut, par exemple, prendre le revenu universel. Universal Basic Income en anglais, ou le salaire universel. S'il est à un niveau assez élevé, il permet donc il pourrait permettre une libération de la population pour d'autres besoins. Et aussi une autre de ces demandes, c'est la réduction du temps de travail. La réduction à 25 heures, par exemple, du temps de travail pour un temps plein. Cela permet non pas seulement de nous libérer des contraintes productivistes de la vie de tous les jours, mais aussi d'organiser des systèmes sociaux, des structures sociales au-delà du travail. Parce qu'en ce moment, franchement, il faut le dire, avec le travail et la famille, etc., on n'a pas vraiment le temps de faire la révolution, ou même juste de faire un changement social, quel qu'il soit. Et donc, en réalité, avec une réduction du temps de travail ou avec un salaire universel, cela nous permettrait de le faire, ou du moins de s'organiser, d'exiger plus, d'avoir du temps pour mieux comprendre la société, d'avoir du temps pour discuter, d'avoir du temps pour la démocratie. D'ailleurs, on vit en démocratie, apparemment, mais il n'y a pas beaucoup de démocratie dans ce que l'on fait tous les jours. On vote essentiellement pour un dictateur tous les 4 ans. Et du coup, si on veut une véritable démocratie tous les jours, ou du moins tous les mois, il faudrait peut-être qu'on ait du temps pour le faire, parce qu'il faut s'éduquer, il faut aller aux assemblées, il faut se déplacer et tout cela coûte du temps. Et lorsqu'on n'a pas de temps, cela ne se fait pas, c'est tout simple. Tous ceux qui ont essayé de faire des processus participatifs à travers leur recherche ou leur travail le savent très bien. Hein. Essayer de demander aux gens de donner 2 heures de leur vie pour quel que soit le projet, aussi beau soit-il, c'est difficile. Et c'est parce que les gens sont complètement contraints. Et c'est normal, le système est fait pour cela. Je pense que c'est une logique même de la façon dont le travail est organisé. Et donc, il faut demander ces genres de réformes non réformistes, réduction du temps de travail, salaire universel, etc., qui permettent la transformation après du reste. Et la démocratisation, surtout, du reste.
Merci beaucoup, Martin, pour ta réponse. Merci beaucoup pour ta très généreuse présentation et puis tes réponses très franches et très honnêtes et puis très documentées aussi aux questions qui ont été posées. C'était un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous aussi pour votre participation aujourd'hui. Merci à Mélanie pour l'organisation et au CRIS, au Réseau québécois de recherche en économie circulaire, au Pôle 3C et puis à Québec circulaire pour la diffusion. Donc, ça met fin à ce séminaire, à ce webinaire. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. C'est un plaisir, même si on se voit beaucoup moins qu'avant, malheureusement. Eh bien, c'est quand même, on fait ce qu'on peut avec la technologie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis Martin, merci, un super grand merci, vraiment. Merci, c'est un grand plaisir. Au revoir.